Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et écoutez, c'est une semaine qui est très riche et qui est très riche en termes de juridique sur l'aspect politique d'extrême droite, disons entre guillemets. On ne parle que de ça, que ce soit dans la presse, dans les bars, à la télévision ou sur internet. Et donc nous aussi, on va en parler, nous aussi, parce qu'en tant que scission du Front National créé en 2009, nous avons notre mot à dire puisque nous avons une certaine pensée sur Marine Le Pen que nous connaissons. Donc nous allons nous concentrer sur cette affaire actuelle, Marine Le Pen, la chute. Et pour ce faire, nous avons deux invités. Donc tout d'abord, on a Thomas Joly, président du Parti de la France. Bonsoir Thomas. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Évidemment, ce sujet était incontournable. Je ne vois pas comment nous aurions pu faire l'impasse sur le sujet qui, comme vous l'avez dit en introduction, occupe en fait toute l'actualité depuis lundi. Absolument, je crois même qu'il y aura un grand rassemblement à Paris dimanche de soutien. 20 000 nouvelles adhésions en 3 jours, c'est en tout cas ce qu'annoncent Jordan Bardella et Marine Le Pen sur Twitter. Bref, il y a un certain engouement, tout le débat public est totalement occupé par cette question d'actualité. Et j'ai également avec moi Maxime Morlon qui est l'adjoint du secrétaire général Pierre-Nicolas Nupes au Parti de la France. Bonsoir Maxime, comment allez-vous ? Bonsoir Alex, bonsoir Thomas, ça va très bien. J'ai observé comme tout le monde l'actualité judiciaire assez chargée de cette semaine, ce qu'on évoquait d'ailleurs en préambule de cette émission là entre Marine Le Pen et puis aussi Éric Zemmour aussi. Bon, ça on l'abordera un peu plus en fin d'émission, mais voilà, il va y avoir beaucoup à dire ce soir. Et oui, beaucoup à dire, et je vous propose que nous commencions directement. Alors lundi 31 mars, c'était il y a 4 jours, si je me trompe pas dans mes calculs, Marine Le Pen ainsi que plusieurs cadres d'ailleurs, ont été condamnés, vous savez, dans l'histoire du détournement de fonds concernant les assistants parlementaires. Alors, est-ce que c'est un scandale ? Est-ce que c'est réellement une question de censure démocratique ? Ou est-ce que cette condamnation était justifiée, selon vous, Thomas Joly, président du Parti de la France ? Alors, c'est vrai que ça a été pris, en tout cas pour l'électorat RN, comme une injustice flagrante. Mais toutefois, je pense que très peu d'entre eux se sont intéressés à l'affaire. Puisque de toute façon, maintenant, on est dans une société peut-être pas aussi judiciarisée que les États-Unis, mais une société judiciarisée et bureaucratisée. C'est-à-dire qu'en fait, à moins quasiment d'être un juriste ou de s'intéresser de très très près à la politique et en même temps avoir quelques notions juridiques, on ne comprend rien. Le citoyen lambda ne comprend plus strictement rien aux lois en vigueur, à leur interprétation par les juges. Donc c'est une affaire très compliquée. Imaginez tout de même que la lecture du verdict a commencé à 10h20, 152 pages, a commencé à 10h20 pour se terminer à la fin jusque 13h, je crois que c'était à peu près ça. Voilà, ça en fait ça exclut les citoyens de l'institution judiciaire, puisque absolument personne, à moins d'être un avocat ou un étudiant en droit en fin de cycle, on ne comprend rien à cette justice bureaucrate, pinailleuse. Alors, bon, ça c'était pour vous expliquer que la plupart des gens, en fait, n'ont pas compris peut-être ce qui était reproché à Marine Le Pen et n'ont pas compris pourquoi elle était condamnée. Et donc, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que Marine Le Pen a été condamnée, Marine Le Pen et d'autres, bien sûr, suite à l'utilisation d'assistants parlementaires à des fins qui n'étaient pas dans le cadre de leur mandat et donc qui travaillaient plutôt pour le parti, pour le Front National, puis le Rassemblement National. Enfin, je ne sais plus si c'était... Enfin, bon, bref, peu importe. Donc, c'est ça qui était reproché. Alors, d'un point de vue légal, par rapport à la législation en vigueur, qu'on la conteste ou pas, et ça, je reviendrai dessus dans quelques instants, en attendant, c'était
c'était impossible que Marine Le Pen et les autres prévenus ne soient pas condamnés. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui a été pratiqué par d'autres partis politiques, par d'autres députés européens, ça ne l'était pas de manière aussi industrielle. C'est-à-dire que Marine Le Pen et son entourage avaient totalement organisé ce système en fait d'utilisation des assistants parlementaires pour en faire des permanents du parti. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont même jamais, pour certains, n'ont jamais été assistants parlementaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé de faire semblant, à tel point qu'une députée européenne, lors de l'enquête, on a présenté des photos à la députée européenne. Elle a été incapable de reconnaître son assistant parlementaire qu'elle n'a pas choisi, parce que il faut savoir aussi que certains députés européens qui ont été condamnés ont été victimes, alors victimes consentantes du système, mais avaient-ils le choix, puisque c'était Marine Le Pen elle-même et son cabinet qui désignaient tous les assistants parlementaires, d'où la lourde condamnation de Marine Le Pen en vertu de la législation en vigueur. Cette législation qui est contestable, je vais y venir. Mais en attendant, ils ont enfreint les règles comme des gorées, lamentablement. C'est-à-dire que c'était évident qu'ils allaient se faire condamner. Et d'ailleurs, même certains avaient alerté en disant attention, on va avoir des problèmes. Certains étaient très inquiets. Certains députés européens, même que je connais, qui étaient très inquiets de la tournure des événements et qui voyaient vraiment le coup arriver. Parce que même si c'était, je vous dis, une pratique assez courante, au moins les assistants parlementaires jusqu'alors venaient de temps en temps à Strasbourg ou à Bruxelles. Là, ce n'était même pas le cas. C'est-à-dire que Marine Le Pen a vraiment agi comme l'équivalent, quand vous voyez des pillages de magasins, voilà, c'était aussi gros que cela. Alors, évidemment, quand la justice est intéressée à cela, avec également aussi des intentions politiques de nuire au Front National, au Rassemblement National, à Marine Le Pen. Mais quand on se sait aussi rejeté par ses opposants politiques, on évite de tendre le bâton pour se faire battre. Et là, c'était impossible qu'elle ne soit pas condamnée. Alors on parlera aussi après de l'exécution provisoire de l'inéligibilité, mais c'était évident qu'ils allaient se faire condamner puisqu'ils ont enfreint toutes les règles de l'utilisation des assistants parlementaires. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ils ont agi lamentablement, n'ont absolument pas pris en compte le règlement qui encadrait l'utilisation des assistants parlementaires. Ils auraient pu faire ça intelligemment. Eh bien non, là ils se sont fait prendre la main dans le sac. Mais voilà, c'était aussi grotesque que le voleur qui est dans le magasin, qui se sert et qui remplit un caddie avant de s'en aller au vu et au su de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire que je ne vois même pas comment les juges auraient pu relaxer Marine Le Pen et les autres prévenus. C'était même juridiquement, ce n'était pas possible. Ensuite, on peut remettre en cause cette législation qui, pour moi, est arbitraire et autoritaire. De quel droit on se permet de dire à des députés européens élus: vous devez utiliser vos assistants parlementaires comme ci, comme ça. En fait, on explique aux députés européens comment ils doivent exercer leur mandat, comment ils doivent utiliser leurs assistants parlementaires, en gros, comment ils doivent faire de la politique. Et ça, c'est anormal. Cette législation va à l'encontre de la liberté politique et les assistants parlementaires devraient avoir le droit d'être utilisés comme bon, ou alors on les supprime dans ce cas-là. Mais si on a des assistants parlementaires, en tant que député européen, on doit pouvoir les utiliser comme on veut. Et si on trouve qu'il est préférable que la personne soit plus souvent à Paris à travailler pour le parti, je ne sais pas, à faire des communiqués ou à coller des affiches pour la remigration, eh bien, ça fait partie du libre arbitre du député. Et ça ne doit, en aucun cas, les technocrates de Bruxelles doivent aller vérifier s'il n'est pas plutôt en train d'aller d'écouter des interventions ou de rédiger des circulaires européennes dont tout le monde se fout. Non, je pense que là c'est, mais en attendant, c'est la législation en vigueur. Et Marine Le Pen a été condamnée pour ces faits, et donc là c'est presque incontestable. D'ailleurs, les avocats de Marine Le Pen et des autres prévenus devaient être très embêtés pour contester ce qui leur était reproché, tellement c'était
énorme. Alors, il y a eu en plus, parce qu'il faut savoir que malgré des années de dédiabolisation, eh bien là, on a vu que les juges n'ont fait aucun cadeau, parce que d'un autre côté, ils auraient pu être plus cléments. Et cette peine d'inéligibilité à exécution provisoire était évidemment la plus lourde peine, la plus pénalisante pour quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est donnée en tête des sondages en cas d'élection présidentielle. Je parle au premier tour, hein, pas au second tour. Mais évidemment, c'était un assassinat politique. Et s'ils avaient pu le faire pour Jean-Marie Le Pen, comme ils l'ont fait, bah d'ailleurs ils avaient tenté de le faire pour Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections européennes suite à la légère bousculade qu'il y avait eu à Mantes-la-Jolie. D'ailleurs, c'était pour ça que Jean-Marie Le Pen, alors qu'il y avait personne n'avait été agressé, mais que soi-disant la députée maire gauchiste avait été griffée, vous savez, par le diable Jean-Marie Le Pen, qui l'avait attrapé quand il lui avait dit on en a marre de vous. Donc on voit bien sur les vidéos qu'il n'y a aucune agression, qui lui gueule juste dans les oreilles à cette vieille gauchiste, et que après elle avait été traumatisée par le diable Jean-Marie Le Pen qui quasiment l'avait éviscéré en place publique. C'était totalement grotesque. Et donc là, effectivement, Marine Le Pen a pris cher. Alors certes, elle a tout fait pour se faire condamner par son irresponsabilité dans la gestion des assistants parlementaires, mais la justice ne lui a rien épargné et lui a lui a mis la peine maximale, en tout cas pour une candidate potentielle à une élection présidentielle. Donc évidemment, il faut prendre tout cela en compte. Alors on a entendu ici ou là des gens scandalisés en disant c'est une atteinte à la démocratie, mais en tout cas, après ce que je viens de vous dire, et Maxime complétera, je pense, mais la condamnation était logique, je vous le redis, par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Ensuite, on peut considérer que cette loi est injuste, c'est ce que je viens de faire, et en même temps que les juges ont été particulièrement sévères en requérant l'inéligibilité. D'ailleurs, l'inéligibilité qui devrait, à moins de peine infamante, et encore, je dirais, voilà, si vous êtes condamné pour des choses absolument comme pour meurtre, pour pédophilie, pour ce genre d'abomination, mais quand bien même, je pense que il n'y a pas besoin de dire aux citoyens telle personne peut se présenter à des élections, peut être élue et pas d'autres. Je pense que c'est avoir un mépris des Français que de donner des peines d'inéligibilité à des individus. Voilà, je pense que si quelqu'un est un repris de justice, si quelqu'un a eu des problèmes, a eu des comportements tout à fait condamnables ou infamants, eh bien c'est aux citoyens. Voilà, si Francis Holm ou Guy Georges se présentaient aux élections, eh bien je dirais pourquoi pas. Je pense pas que les Français sont suffisamment tarés pour les élire. Donc je pense que même quelqu'un qui a été condamné doit pouvoir se présenter aux élections. À partir du moment où la souveraineté populaire doit passer au-delà de tout le reste. La souveraineté populaire, voilà, c'est le peuple qui doit trancher. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français. Et là, il semble que le peuple français n'est pas tout à fait d'accord pour ce genre de gouvernement des juges. Et Pierre-Nicolas Nupes l'a rappelé. D'ailleurs, que Marine Le Pen parle sans cesse de l'état de droit, alors qu'elle en est victime. Elle goûte à son propre poison. L'état de droit, c'est ça. L'état de droit, c'est la dictature des juges. C'est pas un état de droit qu'il nous faut, c'est un état légal. C'est-à-dire que la loi doit être au-dessus du juge. Et là, actuellement, non. Ce sont les juges qui interprètent les lois à des fins politiques, à des fins partisanes. C'est-à-dire qu'ils se placent au-dessus des lois que les représentants du peuple ont voté. Donc c'est bien là le problème. L'état de droit, c'est une dictature des juges. Et en France, les juges, ce sont des sales gauchistes pour une grande majorité. Donc voilà, c'est se remettre à l'état de droit aujourd'hui en France, c'est quelque chose, c'est complètement inepte. En tout cas, si on n'est pas un gauchiste. Donc voilà, Marine Le Pen encore a fait une grave erreur en appelant sans arrêt à l'état de droit. Et bien là, elle en subit les conséquences de ce fameux état de droit. Alors, voilà, je pense, bon, j'ai fait à peu près le tour. Maxime devrait compléter, mais il est évident que aujourd'hui, en France, et pas seulement en France, on l'a vu aussi aux États-Unis avec Donald Trump, on le voit aussi avec Bolsonaro,
nos ennemis politiques utilisent la justice au sein de laquelle ils ont beaucoup de relais. Donc nos ennemis politiques, nos adversaires politiques essaient de nous éliminer, essaient d'éliminer les candidats dits populistes, les candidats qui ne sont pas entièrement validés par le système. D'ailleurs, on le voit bien là avec Marine Le Pen. Eh bien, c'est quelque chose qui est utilisé contre nous. Donc, il faut être particulièrement vigilant et ne pas faire comme a fait le Rassemblement national, enfin en tout cas ou le Front national, ses dirigeants sous la présidence de Marine Le Pen, ils ont fait absolument n'importe quoi et maintenant ils en payent le prix aujourd'hui, même si c'est injuste. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre intervention. Et oui, effectivement, moi c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu saoulé, un peu énervé de la part de Marine Le Pen, mais surtout de Jordan Bardella qui dit sur tous les plateaux télé depuis des années que il y aura jamais personne ayant un casier judiciaire se présentant sous l'étiquette RN. J'ai envie de dire, pourquoi faire plus légaliste que la loi, pourquoi faire plus républicain que la République? La loi est très claire, on peut se présenter tout en ayant un casier, ça dépend de la peine. On peut très bien être candidat en ayant été condamné pour incitation à la haine. Et c'est vrai que c'était assez énervant, maintenant que c'est Tata Marine, ou belle-mère Marine, peu importe, qui a eu cette condamnation, ça va être assez intéressant de voir tout ça. Peut-être qu'il se frotte les mains pour 2027, on verra ça sûrement plus tard dans l'émission. Et vous, Maxime Morland, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce scandale, ou alors justement à cette peine justifiée? Bon, bah, Thomas a excellemment résumé la chose. Bon, moi, ce que je rajouterais surtout, c'est que cette condamnation de Marine Le Pen, même si elle est éminemment politique, c'est surtout l'échec de sa stratégie de dédiabolisation qu'elle a entrepris depuis son arrivée au Front National, puis maintenant au Rassemblement National en 2011. Voilà, Marine Le Pen qui pensait pouvoir rentrer dans le sérail, faire partie du système, bah, aujourd'hui, pour elle, c'est un échec cuisant. Voilà, c'est un rejet massif et total du système, un retour de boomerang, voilà. Et ce que Marine Le Pen, je pense qu'elle n'a pas compris, et ce que son père Jean-Marie avait très bien compris, c'est que elle ne sera jamais adoubée totalement par le système. Alors, il y aura peut-être des gens dans le système qui seront pour, mais les grands argentiers du système, les grands dirigeants de ce système, ils lui diront toujours non. Je suis désolé, Marine Le Pen, déjà, c'est pas pour rien qu'elle a jamais été invitée dans certains pays, c'est pas pour rien qu'elle n'est pas invitée au dîner du CRIF. Donc déjà, à partir de là, il faut en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Voilà, ça, son père l'avait très bien compris. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion de se présenter dans les médias, jouer aussi de la provocation, hein, et aussi pour justement interpeller les électeurs et jouer son véritable rôle d'opposant. Et à chaque fois que Jean-Marie Le Pen a eu des mandats électif, il a fait jouer son rôle d'opposant, alors que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est complètement à plat ventre devant le système. Il suffit de regarder le fait qu'ils n'ont pas voté la censure du gouvernement Bayrou. Ils ont fait en sorte que le funeste Richard Ferrand, escroc, voleur des mutuelles du Mans, il me semble, soit à la tête du Conseil constitutionnel. Donc c'est la plus haute juridiction quand même de notre pays. C'est quand même très grave. Donc le Rassemblement national aujourd'hui permet l'installation de gens comme ça à des postes hautement stratégiques. Donc aujourd'hui, le RN n'est clairement plus dans une posture d'opposition frontale, notamment au gouvernement actuel, alors que justement, il faudrait justement une opposition féroce, surtout quand on voit les dérives du droit et les dérives aussi autoritaires du régime macroniste. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est un retour de boomerang. Je suis désolé, mais c'est bien fait pour elle. Voilà. À un moment donné, ça, c'est des choses que des gens dont je faisais partie à l'époque, puisque j'étais adhérent du Front National en 2011. J'en ai même été exclu d'ailleurs, parce que j'avais une ligne aux antipodes de la ligne mariniste, hein. J'avais soutenu la candidature de Bruno Gollnisch à l'époque. Et aujourd'hui, je suis désolé, tout ce qui est en train de se passer, les persécutions judiciaires, parce qu'on peut quand même le dire, que subit Marine Le Pen et certains de ses lieutenants, et c'est la preuve que de toute façon, ils n'ont pas adopté la bonne stratégie et qu'ils auraient dû adopter plutôt une stratégie à la Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, je pense que ça leur aurait pas fait faire
pu perdre de voix. Je pense qu'ils auraient eu le même nombre d'électeurs, le même nombre de voix à peut-être quelques centaines de milliers près, mais ça n'aurait rien changé puisque la conjoncture aujourd'hui est favorable pour les idées du Front National, les idées du Parti de la France. Le courant est plus que favorable. Il suffit de voir l'élection de Trump aux États-Unis. Il suffit de voir aussi ce qui s'est passé aussi également en Roumanie avec un candidat aussi, anti-système, Georgescu, dont les institutions européennes ont tout fait pour déjà annuler l'élection et puis tout fait qu'il ne puisse pas se représenter. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, les candidats populistes font peur à la technocratie européenne. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus être beaucoup plus féroce vis-à-vis des institutions européennes et notamment des régimes en place actuellement en Europe et qui, de toute façon, dans un très court, voire moyen terme, vont sauter. Hein. Bon, ça, on abordera ça plus tard dans l'émission, notamment avec les récentes décisions de Donald Trump qui vont avoir des répercussions énormes sur l'Europe et non pas les États-Unis comme les médias peuvent l'avancer. Et j'expliquerai pourquoi. Mais voilà, Marine Le Pen se trompe d'ailleurs en parlant de Trump. Elle a refusé de soutenir publiquement Donald Trump. Elle avait même envoyé une note à tous ses cadres que le premier cadre qui s'exprimerait publiquement pour soutenir Donald Trump serait exclu de son mouvement. Mais c'est quoi de ces décisions? Comment on peut dire des choses pareilles? Comment on peut diriger un mouvement d'une telle façon? Marine Le Pen est complètement à l'ouest notamment des enjeux politiques actuels. Voilà. Je pense qu'elle n'a encore pas compris ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, le renversement populiste qui est en train de s'opérer, qui commence par les États-Unis. Il y a aussi Poutine dans une moindre mesure en Russie. Il y a Orban aussi en Hongrie. Alors Orban a fait un tweet je suis Marine, mais je suis désolé, Orban c'est quand même un autre calibre que Marine Le Pen. Orban, quand il dit à Madame von der Leyen va te faire foutre, il lui dit va te faire foutre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Marine Le Pen, elle en serait bien incapable de faire ça. Si demain elle accédait à des fonctions plus hautes, notamment à la tête de la France, elle se coucherait comme le font les macronistes actuellement et comme l'ont fait d'autres avant. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Donc moi aujourd'hui, je dénonce la condamnation de Marine Le Pen, qui est évidemment politique, mais ils sont fautifs parce qu'ils ont tendu la joue pour se faire baffer, tout simplement. Hein. Les preuves sont accablantes. Hein. Moi, j'ai même eu moi-même des conversations avec des assistants parlementaires du Rassemblement national. Bon, je ne dirai pas lesquels parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent virer, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne au Rassemblement national, hein, faut savoir. Hein, voilà, qui sont attachés parlementaires au Palais Bourbon actuellement, qui m'ont dit de toute façon les preuves sont accablantes, la condamnation va être, elle va tomber. Voilà. Après, le suspense résidait, si j'ose dire, dans le fait s'il y aurait une exécution provisoire ou non. Bon bah là, il y a eu une exécution provisoire, forcément, qui a été donnée, qui est éminemment politique. Mais voilà, Marine Le Pen, je pense qu'aujourd'hui, elle est bercée de ses illusions. Elle ne fera jamais partie du sérail, parce que tout simplement, elle s'appelle Le Pen. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à ma question. Alors j'aurais aimé vous poser cette question également. Thomas Joly, président du Parti de la France, est-ce que pour vous c'est la fin de la carrière politique de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle peut s'en sortir dans l'appel qui est prévu en été 2026? Et en admettant qu'elle soit candidate en 2027 à l'élection présidentielle, est-ce que cette condamnation va lui faire tâche, vous pensez, auprès des électeurs? Alors, je dirais que pour l'instant, elle bénéficie d'un courant de sympathie, puisqu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça particulièrement injuste qu'on empêche une candidate qui est favori pour cette élection et qu'on l'empêche pour des motifs judiciaires, comme je le répète et comme j'ai dit tout à l'heure, très flous pour les Français. Les Français énormément de Français ne comprennent pas pourquoi elle a été condamnée, parce que c'est évidemment assez compliqué, très abstrait pour eux. En attendant, c'est un coup d'arrêt à sa carrière politique, puisque en l'état actuel des choses, elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a eu des pressions ou pas? Mais il semble tout de même que c'est quelque chose de très très rare. Le ministère de la Justice a fait un communiqué où il est expliqué que l'appel serait rendu à l'été 2026. Ils ne font jamais ça. C'est extrêmement rare
que les magistrats donnent une date de procès, et surtout qu'en plus ce serait plus rapide puisque on était plutôt sur 2 années d'attente et que là une date est donnée. Donc je pense que ils se sont peut-être fait, alors je ne sais pas où, que ce soit par le gouvernement, que ce soit dans les loges, je ne sais pas. Mais toujours est-il que d'un seul coup, finalement, il y aura un jugement qui sera rendu en appel donc l'été, ce qui permettrait, si Marine Le Pen n'était pas condamnée, était relaxée, ce dont je doute fortement, puisque je ne vois pas du tout comment les juges d'appel, vu la gravité des faits et leur évidence, comment ils ne pourraient ne pas la condamner. Mais en fait, au-delà de la condamnation, c'est surtout cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire que Marine Le Pen est relaxée. Dans ce cas, elle peut se présenter à l'élection présidentielle, mais ce ne serait qu'à l'été 2026. Et c'est un petit peu tard, évidemment, ça va plomber des mois et des mois de campagne avant, parce qu'elle va être forcément engluée dans ses ennuis judiciaires, et ce n'est jamais bon pour un candidat. Donc ça, c'est le scénario, mais bon, elle pourra se présenter si elle est relaxée. Elle pourra également se représenter si elle est condamnée, mais que la peine d'inéligibilité provisoire ne soit pas retenue. C'est tout à fait possible. Et entre-temps, on a vu que Monsieur Ciotti avait proposé d'annuler cette peine, d'ailleurs qui vient de la loi Sapin 2, que d'ailleurs Marine Le Pen avait soutenu à l'époque, donc c'est possible aussi puisqu'il y a un certain nombre de politiques qui voient pas d'un très bon œil que les juges puissent décider, parce que ça ne concerne pas que le Rassemblement national, ça pourrait concerner d'autres également, qui ont différentes affaires casseroles au cul, et forcément ça les embête un petit peu. François Bayrou au premier chef. Donc il est tout à fait possible que au nom de dire c'est au peuple de décider, et pas à d'autres. D'ailleurs Mélenchon le dit aussi. Donc on peut avoir une sorte d'élément fédérateur au nom du peuple, au nom de la démocratie. C'est tout à fait possible en fait que cette peine n'existe plus lorsque Marine Le Pen passera en appel, et donc elle pourra être candidate à l'élection présidentielle. Après, elle peut être condamnée à la même peine quand, donc ça c'est la troisième possibilité, elle peut être condamnée à la même peine qu'en première instance, avec toujours l'inéligibilité provisoire qui soit imposée. Donc là, ça l'empêcherait définitivement d'être candidate à l'élection présidentielle, même si elle se pourvoit en cassation. Ça, je me suis renseigné aujourd'hui, j'en suis à peu près certain, c'est-à-dire que le pourvoi en cassation ne permettrait pas de suspendre son inéligibilité, donc elle ne pourrait pas être candidate à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Après, est-ce qu'on peut aussi imaginer que le système s'aperçoive, je pense qu'on en reparlera peut-être après, mais les sondages ont montré que si ce n'était pas Marine Le Pen qui était candidate à l'élection présidentielle, et donc si c'était Jordan Bardella, eh bien figurez-vous qu'il ferait encore mieux. C'est ce qu'ont prouvé les sondages. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait remarqué, que les cadres du Parti de la France avaient remarqué, les militants, sur le terrain. Jordan Bardella est beaucoup plus populaire que Marine Le Pen, qui apparaît comme quelqu'un, qu'on l'a vu, elle a échoué déjà par 3 fois. Elle fait presque usée déjà, parce que maintenant en politique, on est vite usé. C'est plus
c'est plus comme avant ou comme Mitterrand qui avait été élu président au forceps après s'être présenté je ne sais pas combien de fois. Voilà, il y a un attrait de la nouveauté, un peu comme pour tout, et on évite has-been. Et donc Marine Le Pen en serait à sa 4e élection présidentielle, et il est évident qu'il y a une certaine usure qui se ressent au niveau des Français aussi, même s'il a été qualifié 2 fois au deuxième tour, 2 échecs, et ça pèse sur l'espérance des électeurs. Alors que Jordan Bardella a lui la jeunesse, a lui l'attrait de la nouveauté, et également parvient à séduire les jeunes, mais chose nouvelle, Jordan Bardella parvient aussi à séduire les boomers et les boomeuses particulièrement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, un électorat que pour l'instant, qui était très étanche, on va dire, à la propagande du Rassemblement national, la personnalité de Jordan Bardella passe mieux que la personnalité de Marine Le Pen. Mais bon, voilà, ça, et donc il est possible, voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible que le système se dise mieux vaut avoir cette enclume de Marine Le Pen au second tour plutôt qu'un Jordan Bardella qui peut-être serait capable de séduire plus de 50% des électeurs, ce qui serait tout à fait possible. Alors attention, je ne parle pas de ces comment voilà, c'est par rapport à la confiance politique que je peux avoir en Jordan Bardella, qui est à peu près la même que je peux avoir pour Marine Le Pen, c'est-à-dire inexistante. Mais en attendant, stratégiquement, Jordan Bardella est sûrement un candidat bien plus dangereux que Marine Le Pen. Et c'est peut-être ça que se sont dit aussi les juges qui disaient bah tiens, on a éliminé Marine Le Pen, mais voilà, si c'est pour mettre quelqu'un candidat en 2027 qui a plus de chances qu'elle de remporter l'élection présidentielle, c'est peut-être une erreur. Alors il y a peut-être tout cela qui rentre en ligne de compte. C'est certain que Marine Le Pen apparaît comme la candidate épouvantail contre qui il est le plus facile de gagner, quel que soit le candidat en face d'elle. Bon, évidemment, à moins que ce soit Mélenchon. Mais là, dans l'état actuel des choses, vu la sociologie électorale, je doute que Marine Le Pen puisse l'emporter face à un Édouard Philippe, face à un Retailleau encore moins, contre Mélenchon possible. Mais voilà, contre quelqu'un voilà, de l'extrême centre, je ne vois pas Marine Le Pen gagner. Encore une fois, sûrement à cause de l'électorat boomer qui choisirait la personne qu'il estime le plus raisonnable. En revanche, un Bardella contre un Édouard Philippe, je ne suis pas certain du tout du résultat. Donc ça fait peut-être un peu peur au système, même si on a vu que le Rassemblement national ne manquait pas d'inventivité, dans le reniement pour plaire à ce système qui, en tout cas, n'a pas été jusqu'à lui faire de cadeaux judiciaires. Merci beaucoup Thomas Joly. Et vous, Maxime Morlon, est-ce que vous pensez que Jordan Bardella a plus de chances finalement que Marine Le Pen pour gagner? Et finalement, peut-être que c'est une stratégie des juges qui sont militants pro-Bardella, je pense pas, hein, c'est une plaisanterie. Mais est-ce que vous pensez que Bardella a plus de chances que Marine? Alors oui, Bardella, techniquement, oui, il a plus de chances parce que déjà, c'est un candidat, comme l'a dit Thomas, il est beaucoup plus neuf. Voilà, il fait beaucoup moins usé que Marine Le Pen qui a déjà 3 échecs à son compteur, donc qui est aujourd'hui un peu une étiquette de machine à perdre. Voilà, et puis aussi qui fait très madone usée, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà, donc et aujourd'hui, Marine Le Pen, on sent aussi qu'elle est arrivée à la limite aussi de sa politique, tout simplement, et à la limite de ses renoncements. Alors que lui, Bardella, est plus systémo-compatible, si je puis dire ainsi. Et d'ailleurs, on le sent bien, il reprend certains codes aussi, que ce soit dans sa communication, vestimentaire, gestuelle aussi également. On sent que c'est un candidat qui est très travaillé, qui est très surfait. Un peu comme à l'époque, on nous a vendu Macron d'ailleurs. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs. Il me fait aussi un peu penser aussi à Gabriel Attal d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, il me semble qu'ils ont des points communs, mais je n'irai pas plus loin là-dessus.
sous risque de tomber sous les coups de la loi, bien entendu, mais je vois que si les gens qui sont bien renseignés, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Voilà, donc notre ami Bardella, je pense, lui, a plus de chance. Aussi, je constate aussi, notamment parce que j'ai quelques jeunes dans ma famille, voilà, qui ont 17, 18 ans, 20 ans, et il est très populaire aussi chez la génération, chez la dernière génération, là, voilà, qui va bientôt être en âge de voter ou qui est en âge de voter depuis très peu, quoi. Voilà, donc ça aussi, ça peut être un plus. Voilà, il séduit aussi les boomers également, alors que Marine Le Pen, voilà, déjà le fait qu'elle s'appelle Le Pen, déjà ça met déjà un frein. Voilà, on peut le sentir. D'ailleurs, c'est pour revenir aussi sur le nom Le Pen, c'est aussi pas pour rien que Marion Maréchal a aussi abandonné le nom Le Pen parce que elle sentait bien que ça pouvait lui porter préjudice. Donc oui, on verra, mais oui, je pense que Bardella d'ailleurs va être le candidat. Je pense que le RN va pas prendre de risques, en tout cas pour les prochaines élections présidentielles et qui vont propulser Bardella justement pour cette élection à la place de Marine Le Pen, compte tenu de l'incertitude judiciaire. Et puis, comme l'a aussi rappelé très bien Thomas, et à juste titre, en ayant l'incertitude aussi du jugement que la Cour d'appel va rendre. La Cour d'appel peut très bien maintenir l'exécution provisoire. On le voit en ce moment, notamment avec la condamnation de Zemmour, que la Cour d'appel peut aussi maintenir des jugements politisés. Donc maintenant, il y a plus cette sécurité comme il y avait encore il y a si peu de temps où la Cour d'appel avait réputation que de juger sur le droit et casser, entre guillemets, les jugements qui étaient rendus de manière un petit peu alambiquée en première instance, donc par des juges forcément politisés, appartenant au syndicat de la magistrature pour certains. Voilà, donc ça va être à surveiller, mais voilà, c'est ce que, comme je l'argumentais tout à l'heure, on voit bien que le système est en train de resserrer ses dents sur les candidats dits populistes et d'ailleurs c'est très inquiétant et ça doit aussi envoyer des signaux à des gens comme nous d'ailleurs et même d'autres. Hein. Moi, même aujourd'hui, je pense que même des gens comme Philippot, comme Dupont-Aignan sont aussi dans le viseur de la justice. Hein, s'ils venaient à fauter ou à entre guillemets dire la parole de trop pour être condamné ou être poursuivi dans le cadre du droit de presse. Voilà, donc il faut faire très attention. On l'a vu pour notre affiche Enfant Blanc qui a été, on va dire, mal interprétée, hein, notamment à cause d'un maire de gauche, encore et toujours, hein, qui l'a argumenté comme une affiche immonde, hein, qui lui rappelait les heures les plus sombres de l'histoire. Enfin, c'est toujours la même argumentation. Et aujourd'hui, on a bien vu, on a été relaxé de toute poursuite pour absence d'infraction. Voilà. Bon, aussi parce qu'on s'est très bien défendu d'ailleurs. Voilà, mais voilà, il faut faire très attention. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire est féroce et ça va être de plus en plus compliqué pour les gens politisés et surtout pour les gens qui ont nos idées. Merci beaucoup Maxime Morlon pour votre réponse. Alors, je l'ai dit en introduction, à Paris dimanche, il y aura un soutien pour Marine Le Pen. Alors, mon cher Thomas Joly, président du Parti de la France, bien que je me doute de la réponse, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que le Parti de la France appelle à participer à cette manifestation en soutien à Marine Le Pen? Alors, ma réponse sera en deux parties. La première, le Rassemblement national a été absent de toutes les mobilisations populaires jusqu'alors, dans un souci de dédiabolisation obsessionnelle. Le Rassemblement national n'était pas présent, en tout cas, je dirais de manière officielle, politique, en tout cas Marine Le Pen, disons de Marine Le Pen, à la Manif pour tous. Ils n'étaient pas, ils n'ont pas soutenu non plus le grand mouvement populaire qu'a été les Gilets jaunes, en particulier à ses débuts, quand ils n'étaient pas gangrénés par la vermine d'extrême gauche. Les mobilisations contre le pass sanitaire qui étaient véritablement importantes et que c'était vraiment quelque chose de politique, là où le Rassemblement national aurait pu justement tirer son épingle du jeu par rapport à l'ensemble des partis politiques qui ont joué,
qui ont été complètement soumis à la dictature sanitaire. Eh bien non, qu'a fait Marine Le Pen? Elle a fait exactement la même chose. Et là, on le voit quand il y a des rassemblements anti-migrants un peu partout en France, quand il y a des mobilisations populaires, citoyennes, mais aussi politiques. Et évidemment, s'il y a quelques personnes de reconquête, quelques jeunes habillés en noir qui présentent pas, qui ne sont pas dédiabolisés, si en plus il y a les méchants pétainistes du Parti de la France, alors là, non, le Rassemblement national ne participe pas à ce genre de rassemblement populaire. Mais là, on nous demande, il y a des rassemblements où il y a des moments où le Rassemblement national défile, c'est pour marcher contre l'antisémitisme. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, on se précipite. Là, ils y sont. Il y a aucun souci. Là, ils y vont. Mais alors, pour tout ce que je viens de vous citer, non, ça ne les touche pas, ça ne les concerne pas. Et donc là, il faudrait que on se mobilise. Juste là, il faut aller descendre dans la rue. Il faut manifester pour sauver la peau de Marine Le Pen, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Alors évidemment, on dit oui, au nom de la démocratie, contre la politique, la dictature des juges, ce genre de choses. Mais en fait, Marine Le Pen, alors qu'elle a refusé de descendre dans la rue depuis 15 ans, et donc là, par contre, pour sauver sa peau, les Français, allez, dépêchez-vous, faut aller dans la rue, hein, parce qu'attention, il faut que je sois candidate pour échouer encore une fois face aux candidats d'extrême centre. Hein. Attention, faut absolument que je sois candidate. Donc là, les Français doivent descendre dans la rue pour cela. Bon, écoutez, le Parti de la France n'ira pas sauver la peau de Marine Le Pen, puisque nous estimons que c'est une très bonne nouvelle pour le camp national que cette ignoble bonne femme soit enfin éliminée de la scène politique française, puisqu'elle est un véritable boulet pour son propre camp, même dans un point de vue stratégique. C'est-à-dire que même si on est favorable à la dédiabolisation, ce que nous ne sommes pas au Parti de la France, eh bien Marine Le Pen, la preuve par 3 élections, n'est pas la bonne candidate pour cela. C'est tout. C'est-à-dire que c'est Jordan Bardella qui est clairement, comme l'a décrit Maxime, c'est le Emmanuel Macron du camp national. C'est ça, c'est un candidat préfabriqué qui, lui, peut prendre le pouvoir. En attendant, on ne sait pas ce qu'il en fera. Peut-être qu'il fera exactement comme Emmanuel Macron, mais en attendant, lui a une possibilité de prendre le pouvoir. Marine Le Pen, c'est un marchepied pour quasiment n'importe quel autre candidat pour gagner contre elle au second tour. Et ensuite, ce que je voudrais également préciser, c'est que on nous demande aujourd'hui d'être solidaire avec Marine Le Pen. Je le vois ici ou là sur les réseaux sociaux, des gens m'en veulent, m'en disant mais comment il faut être unis, comment avec Marine Le Pen, en plus vous contre la tyrannie des juges. Mais est-ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été solidaires de qui que ce soit du camp national ces dernières années? Est-ce qu'ils ont été solidaires d'écrivains ou d'historiens qu'on mettait en prison pour de simples écrits? Pas du tout. Ils ont hurlé avec les loups en plus. Quand des gens comme Yvan Benedetti, Jérôme Bourbon, Pierre Cassan, Éric Zemmour, Alain Soral ou Dieudonné, vous voyez, c'est pas tous les mêmes, hein. Je veux dire, c'est pas vraiment tous du même bord, ont été condamnés ou sont systématiquement traînés devant les tribunaux. Est-ce que une seule fois le Rassemblement national a dit que c'était un scandale de traîner devant les tribunaux des gens pour délit d'opinion comme ça? Jamais. Quand des mouvements, des organisations ont été dissous de manière totalement arbitraire par les différents gouvernements, comme l'Œuvre française des jeunesses nationalistes, Civitas, Troisième Voie, le Bastion social, Génération identitaire, l'Alvarium, Bordeaux nationaliste, ou même encore le GUD, eh bien, est-ce que une seule fois le Rassemblement national s'est montré solidaire? Pas du tout, jamais. Et la plupart du temps, on a même, voilà, Zezette, Jean-Philippe Tanguy, là, qui dit que c'est normal et qu'il faudrait même dissoudre la totalité des groupes d'extrême droite. Voilà, ça c'est la réaction du Rassemblement national qui nous demande à nous aujourd'hui, alors qu'il nous crache dessus à longueur d'année et nous demande nous d'être solidaires avec eux pour qu'on puisse sauver Marine Le Pen. Eh bien non, le Parti de la France ne participera pas
au sauvetage de cette calamité qu'est Marine Le Pen pour le camp national. Non, nous ne participerons pas à la manifestation dimanche. Et d'ailleurs, je suis sûr que nous ne serions même pas les bienvenus. Alors la presse serait très contente de dire, regardez, il y a les gros méchants du Parti de la France qui sont là pour soutenir Marine Le Pen. Mais je suis persuadé que si même on mettait un pied à cette manifestation, nous serions virés par le service d'ordre, comme nous avons pu être exclus de la messe de Requiem de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est totalement dérisoire, mais on ne va tout de même pas aller manifester pour Marine Le Pen. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en tout cas, le Parti de la France ne participera pas à cette de mascarade. Mais bon, après, je comprends qu'il y ait des gens qui y participent dans le sens où ils sont scandalisés par les jugements politiques qui peuvent être faits vis-à-vis du camp national, parce que beaucoup y vont avec cette idée. Mais en attendant, avec l'analyse que je viens de vous faire, vous comprendrez bien, et surtout la haine viscérale que Marine Le Pen et une bonne partie des cadres nationaux du Rassemblement national vous, au Parti de la France, vous comprendrez bien qu'on ne va quand même pas aller soutenir des gens qui ne rêvent que de nous dissoudre, que de nous faire taire. Merci beaucoup Thomas Joly. Justement, vous me faites la transition en disant que il y a des personnes qui sont révoltées par rapport à la décision politique qu'a pris la justice française. Maxime Morelon, est-ce que selon vous, la justice est politisée ou est-ce qu'elle est juste ? Bah, bien sûr que la justice en France est politisée et c'est pas le dernier jugement rendu à l'encontre de Marine Le Pen qui va nous le prouver. Elle l'a déjà prouvé déjà il y a depuis plusieurs années qu'elle était politisée en rendant des jugements à la limite du droit, même en bafouant le droit. Alors, j'ai pas d'idée précise en tête parce qu'il y en a des dizaines, mais il suffit aussi de regarder les condamnations qu'a subi Monsieur Zemmour également, et pas la dernière en date, où il y en a eu aussi d'autres avant, hein, qu'il a subi également, alors que lui, il est censé être encore plus enraciné dans le système que Marine Le Pen et il n'y échappe pas. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une dictature des juges en France, enfin, d'une certaine partie des juges et de certains magistrats, pas tous, mais il y en a quand même de plus en plus ceux qui ont cette tendance-là. La, la, comment dirais-je, le nombre prépondérant de magistrats faisant partie du syndicat de la magistrature. Il y avait eu l'affaire du fameux mur des cons. Et déjà, quand il y a eu cette fameuse affaire, le syndicat de la magistrature aurait dû être dissous. Théoriquement, dans un pays normal, ce syndicat aurait été dissous et tous ses membres auraient dû être exclus de la magistrature. Car aujourd'hui, la justice ne peut pas être rendue par des gens politisés. Et une justice qui est rendue par des gens politisés est donc une justice qui n'est pas équitable. Voilà. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, d'ailleurs, les sondages le prouvent, que les Français ont de moins en moins confiance en la justice en France. Voilà. Ils sont très inquiets. D'ailleurs, il suffit aussi de regarder les jugements qui peuvent être rendus vis-à-vis de certains délinquants. Voilà, issus de l'immigration notamment. Par contre, vous avez le malheur de rouler à 40 km/h au-dessus, voire plus, on va vous traiter comme un criminel et vous prendrez la peine maximale. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a des dizaines comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, on constate que la justice est en train de dériver dans une idéologie sectaire et surtout une idéologie gauchiste qui est très inquiétante. Voilà. Donc, il va falloir remédier à ça. La solution, ça peut être de sortir de l'état de droit pour rentrer dans un état dit légal. Ça peut être une des solutions, mais surtout rendre les juges responsables de leurs décisions. C'est très important. Et ça, notre ami Pierre Nicolas le parlait, en parle depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire de réinscrire le crime de forfaiture qui avait été dissous sous la Troisième République, qui permettait justement de condamner les juges qui rendaient des décisions contraires au droit et puis qui, s'ils venaient, admettons, à libérer un violeur un peu trop tôt et puis qui recommençait derrière, à qui puisse aussi en subir les conséquences. C'est un exemple aussi, mais sur d'autres décisions, ça pouvait s'appliquer. Voilà, donc tout ça, c'est des pistes qui peuvent être creusées. Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit.
notre ami Pierre-Nicolas Nups ait pu se spécialiser sur la question, donc il faudrait faire une émission avec lui sur le thème, plus spécialement. Mais voilà, les pistes sont là, mais ça va être très compliqué à mettre en place parce qu'aujourd'hui, la France est quand même un pays qui devient de plus en plus irréformable. Il est même irréformable sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Merci beaucoup Maxime Morlon pour votre réponse. Alors j'aimerais désormais poser la question à notre ami Thomas Joly, président du Parti de la France. Est-ce que vous trouvez, ça me paraît pertinent de vous la poser parce que j'ai envie de dire le PDF existe un peu en partie lié à cette question. Est-ce que pour vous la condamnation de Marine Le Pen est un échec de sa stratégie de dédiabolisation? Oui, bah bien sûr, sans répéter ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, qui a déjà abordé la question, on peut voir que l'aplaventrisme devant tous les dogmes de notre République pourrissante n'a pas servi à Marine Le Pen, parce que c'est elle qui en est l'artisan depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que bien avant même qu'elle soit présidente du Front National, puis du Rassemblement National. Bon, là maintenant, elle ne l'est plus, mais enfin, elle ne l'est plus. C'est Jordan Bardella n'est que son homme de paille. En tout cas, jusqu'alors, on ne le voit pas susceptible de prendre son indépendance, son autonomie vis-à-vis de sa madone. Oui, c'est un échec et beaucoup de gens me disent oui, mais grâce à la dédiabolisation, Marine Le Pen fait ses scores, des scores importants. Je dirais aussi on peut aussi dire parce qu'ils disent oui, Jean-Marie Le Pen ou si on avait conservé sa ligne, n'aurait pas fait ses scores. Ça, déjà, personne n'en sait rien. Faut arrêter de faire de la politique fiction en disant si on était resté sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, on serait toujours à 14%. Non, Jean-Marie Le Pen ne faisait qu'augmenter son nombre de ses scores et son nombre de voix. Pas en 2007, nous sommes d'accord, puisque il y a eu une campagne catastrophique et Jean-Marie Le Pen était objectivement, c'était la candidature de trop de Jean-Marie Le Pen qui était le seul sortant de cette élection. Bon, j'en ai déjà parlé, voilà. Il y avait d'autres éléments à mettre, mais bon, pendant que Jean-Marie Le Pen, on va dire, se recentrait grâce à une campagne pourrie concoctée notamment par Marine Le Pen, il y avait Nicolas Sarkozy qui faisait une OPA sur les électeurs du Front National. Bon, on va pas revenir, on va pas refaire l'histoire, mais cette histoire de dédiabolisation, moi je pourrais dire, alors si on me dit bah oui, mais c'est grâce à ça qu'on fait des scores, moi je dirais c'est malgré la dédiabolisation que vous faites ces scores, enfin que le Rassemblement National fait ces gros scores, parce que je ne suis absolument pas certain, comme le disait Maxime tout à l'heure, que le Rassemblement National, s'il était resté sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, déjà s'il n'avait pas eu l'idée imbécile de changer de nom, et en plus d'exclure le président fondateur, je ne suis absolument pas certain que ce parti ne ferait pas les mêmes scores qu'il fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, de ce fait-là, il n'aurait pas laissé d'espace politique à Éric Zemmour, même si maintenant, Reconquête fait des scores même plus confidentiels que ceux du Parti de la France. Il n'y aurait pas eu de candidature d'Éric Zemmour si le Front National était resté tel qu'il était historiquement. Voilà, on ne peut pas jauger les résultats de cette fameuse dédiabolisation. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un déficit énorme de cadres. Quand on voit la nullité de certains cadres du Rassemblement National, voire de candidats absolument nullissimes, comme on a pu le voir aux dernières élections législatives, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens de valeur, on va dire, dans d'autres structures. Je pense notamment à Reconquête, qui a séduit un certain nombre de cadres, de gens qui ne se retrouvent plus dans le Rassemblement National, qui est une sorte d'écurie présidentielle pour Marine Le Pen, où il n'est quasiment pas possible de vivre... de faire vivre son mandat, d'apporter presque une touche, on va dire, personnelle, politique à son mandat, puisque vous voyez bien
que la plupart des députés du Rassemblement national sont inaudibles. Et c'est-à-dire à aucun moment, ils ne doivent dévier. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile, en fait, ce que je veux vous expliquer, pour un député du Rassemblement national de ne rien dire, de ne rien faire, de se contenter d'aller inaugurer les brocantes et de surtout pas faire la moindre déclaration politique qui sorte un peu de l'ordinaire, plutôt que d'affirmer justement haut et fort ses convictions politiques, puisque dans ce cas-là, vous avez toutes les chances de vous faire virer parce que vous ne restez pas dans le rang, vous ne restez pas dans la ligne, parce que l'obsession depuis l'élection tout de même historique des dernières législatives, avec un nombre de députés du Rassemblement national tout de même très important, c'est de faire voir, regardez, nous sommes comme les autres. Voilà, il y a alors qu'ils ne comprennent pas, c'est ça qui a un décalage total avec l'électorat, qui justement vote pour le Rassemblement national parce qu'ils ne veulent plus des autres. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et eux, leur obsession, enfin en tout cas celle de Marine Le Pen et de la petite clique malfaisante qui l'entoure, c'est de dire, mais c'est l'inverse de ce qu'espère l'électorat. Vous savez, c'est Alexandre Inger l'a dit, qui sera d'ailleurs candidat à une élection législative partielle là dans quelques temps. Alexandre Inger l'a très bien dit. C'est que énormément d'électeurs du Rassemblement national votent pour le Rassemblement national, les candidats du Rassemblement national, tout en imaginant, tout en croyant qu'ils ont le programme du Parti de la France. Parce qu'en fait, la plupart des gens, c'est pas pour un ensemble programmatique de 300 pages qu'ils votent. C'est juste pour une idée. Et l'idée principale qui est restée grâce à Jean-Marie Le Pen, où le vote Le Pen de votre Front National, le vote Rassemblement National est devenu une marque de fabrique, c'est le refus de la colonisation migratoire. Chose qui est presque totalement abandonnée par le Rassemblement national et par Marine Le Pen. Et c'est pour cela qu'ils prospèrent sur des idées qu'ils ne défendent plus, qu'ils n'osent même plus assumer. Et c'est ça, toute la force a été de Jean-Marie Le Pen, c'est d'être une marque de fabrique de refus de l'invasion. Et ça, c'est quelque chose, il prospère encore toujours là-dessus. La plupart des gens qui votent Rassemblement national, vous ne me ferez pas croire le contraire, c'est parce qu'ils en ont marre de cette immigration extra-européenne absolument insupportable. Et ça, c'est le discours du Parti de la France, n'est plus le discours du Rassemblement national, qui est dans une logique totalement absurde d'assimilation, qui évidemment est complètement obsolète en 2025, alors qu'il doit y avoir entre 15 et 20 millions d'extra-européens, pour la plupart totalement inassimilables et pour beaucoup hostiles au pays d'accueil, et qui veulent imposer leur culture, leurs mœurs, leurs traditions, et surtout qui nous imposent aussi leur délinquance et leur criminalité. Eh bien voilà, ce discours-là, vous ne l'entendrez plus au Rassemblement national, vous l'entendrez au Parti de la France, sauf que beaucoup d'électeurs, parce que faut savoir, il y a 95% des gens qui ne s'intéressent pas à la politique et qui identifient toujours Marine Le Pen et le Rassemblement national comme le rempart face à l'invasion migratoire. Eh bien, il faut que nous arrivions, nous parvenions à éveiller nos compatriotes. Et malheureusement, le parti qui est censé représenter le camp national, je dirais même la droite nationale, parce que nous, au Parti de la France, on se revendique de droite, trahit ses électeurs. Alors c'est bien dommage, vous allez dire, on a un discours, mais voilà, l'électorat est là. Le seul problème, c'est que ses représentants ne sont pas à la hauteur, en tout cas, des attentes et de l'espérance du peuple français. Merci beaucoup pour cette pour cette réponse très claire, je pense, ou on ne peut plus claire. Et à mon avis, on a fait le tour de ce sujet parce que je vois qu'on est à 1 heure et en général on parle d'1 heure du thème et en général on parle d'actualité juste après. Et ça tombe bien quelque part parce que l'actualité concerne également la condamnation de figures de droite, en l'occurrence Éric Zemmour. Oui, vous savez peut-être que Éric Zemmour a été poursuivi parce qu'il a dit que le maréchal Pétain a sauvé les juifs français. Et oui, attaqué par la LICRA. D'ailleurs, selon le directeur de la LICRA, il ne l'aurait pas attaqué s'il avait dit des juifs français, sauf qu'il n'a pas dit des juifs français mais les juifs français. Et cette petite lettre
Cette petite lettre coûte 10 000 €, mine de rien. Éric Zemmour a été innocenté en première instance, mais condamné par la cour d'appel. Je vous laisse lire je vais vous le lire plutôt. Le communiqué de presse de Pierre-Nicolas Nupes, secrétaire général du Parti de la France et accessoirement juriste. Donc je vais le lire. Il nous dit: la récente condamnation d'Éric Zemmour pour avoir soutenu le maréchal Pétain qui aurait sauvé les juifs français constitue une nouvelle atteinte à la liberté d'expression dans notre pays. Cette décision de la cour d'appel, alors qu'Éric Zemmour avait été relaxé en première instance, illustre une dérive inquiétante, la criminalisation du débat historique et l'impossibilité de questionner certains dogmes sous peine de poursuites judiciaires. Le 23 septembre 1998, la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Le I2 et Isorni contre la France rappelait pourtant que la liberté d'expression couvre également les discours portant sur des sujets sensibles de l'histoire. La Cour avait rappelé à la France par une condamnation que sanctionner les auteurs d'une tribune valorisant la mémoire du maréchal Pétain violait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en soulignant qu'il ne saurait y avoir ingérence dans la liberté d'expression puisqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général, même sur des faits historiques controversés. Ce principe fondamental, pourtant consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, semble aujourd'hui foulé aux pieds par la justice française de plus en plus politisée. La liberté d'expression ne peut être à géométrie variable, elle est le socle d'une démocratie vivante et ne saurait être entravée par une police de la pensée imposant une vérité officielle. Nous dénonçons fermement cette condamnation et réaffirmons notre attachement à la liberté du débat historique et d'opinion. Il n'appartient pas aux tribunaux de dicter aux historiens et aux intellectuels ce qu'ils ont le droit de penser ou de dire. C'était le communiqué de presse de Pierre-Nicolas Nupes, secrétaire général du Parti de la France. Maxime Morland, vous êtes son adjoint. Alors oui, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. J'ai envie de dire, on parle souvent de la loi Guesso, de la loi Pleven, de la loi Taubira dans nos émissions. Vous pensez que ces lois-là, qui ont été écrites et imaginées, selon ce qu'on nous dit, pour conserver l'harmonie sociale et la sécurité de notre pays, se font au détriment de la liberté d'expression? Est-ce que vous pensez qu'elles sont justifiées encore aujourd'hui, ces lois, ou est-ce qu'il faudrait les abroger? Ah bah, nous, au Parti de la France, on a toujours été très clair là-dessus. On est pour l'abrogation pure et simple des lois Guesso, Pleven et autres textes qui restreignent la liberté d'expression. Je ne vois pas en quoi d'aborder certains sujets pourrait créer des problèmes, des troubles à l'ordre public ou je ne sais quoi d'autre. C'est toujours des argumentations alambiquées d'ailleurs, qui reviennent pour justifier justement ces lois qui ne respectent, qui sont là juste pour restreindre la liberté d'expression que des vrais Français, en fait. Voilà. Alors, forcément, ces lois-là ont été faites dans un but bien précis, voilà, pour protéger, certains, pans de l'histoire, hein, donc dont chacun, aura sa petite idée. Mais voilà, il faut supprimer toutes ces lois-là. Je pense qu'il faut qu'on arrive sur une liberté d'expression totale, un peu comme sur le modèle américain. Je pense que même ça devrait même être inscrit dans la Constitution que la liberté de parole ne peut pas peut pas être tout à fait restreinte, elle doit être totale, et chacun devrait être libre de pouvoir parler de ce qu'il veut, voilà. Tout en bien sûr, en évitant d'être dans l'injure publique et toutes des choses comme ça, nous sommes bien d'accord. Voilà, mais ça c'est un autre contexte. Donc oui, là-dessus, au Parti de la France, c'est inscrit dans notre programme, on s'en est jamais caché. Et je vais donner la parole maintenant à Thomas Joly, président du Parti de la France. Eh bien, dans cette condamnation, qui est surprenante, dans le sens où c'est plutôt habituel qu'en première instance, il y ait un jugement politique qui soit fait, c'est-à-dire que les juges se disent, bon, bah, peu importe, on va faire notre jugement politique, et de toute façon, même si c'est cassé en cour d'appel, ça va tout de même porter préjudice aux prévenus. Et bien là, en fait, Éric Zemmour a été logiquement relaxé en première instance. Le parquet rageur a fait appel, parce que c'est le parquet qui a fait appel, parce qu'ils estimaient que Éric Zemmour aurait dû être condamné. Et là, les juges d'appel, de manière complètement invraisemblable, puisque je crois, alors je ne suis pas certain, mais je pense qu'il a même été condamné pour apologie de crime contre l'humanité, alors qu'il a
seulement dit, il n'a absolument pas parlé de la déportation des Juifs, il a dit que le maréchal Pétain, en plus au détour d'une phrase au cours d'un débat, enfin c'est-à-dire c'était un truc, une conversation à brûle-pourpoint, je crois que c'était au cours de son débat avec Bernard et Henri Lévy, et il a dit chose qui a d'ailleurs été confirmée par de nombreux historiens juifs aussi, que l'action du maréchal Pétain avait permis que les Juifs français subissent beaucoup moins de déportation que les Juifs étrangers. Voilà, c'est un fait avéré qui jusqu'alors n'était pas contesté. Et Éric Zemmour, qu'on ne peut pas, on peut pas dire qu'Éric Zemmour c'est un nazi qui veuille réhabiliter le régime nazi ou même le pétinisme. Il a juste évoqué un fait historique parce que Éric Zemmour c'est quelqu'un de très attaché à la vérité. Et là, on a voulu s'en prendre comme quoi il est complètement absurde de dire que les Juifs sont un bloc monolithique compact, mais non, voilà, il y a des Juifs de gauche, il y a des Juifs comme Éric Zemmour qui sont attachés à la vérité, et de toute façon, l'échec politique, on va dire, d'Éric Zemmour est surtout dû au fait au CRIF qui lui est resté sur une optique de cosmopolitisme pur et dur et de condamnation permanente ad vitam aeternam du peuple français par rapport à la collaboration. Et donc là, Éric Zemmour a été, parce qu'il a attaqué là un tabou, et en plus, je suis sûr qu'il l'a fait de manière tout à fait objective, honnête. Et voilà, le but politique d'Éric Zemmour n'est pas de réhabiliter le maréchal Pétain, ce n'est même pas ce qu'il a voulu faire, il a juste émis quelque chose qu'il estime comme être une vérité historique et qui en plus a été partagé par de nombreux historiens qui, eux, n'ont pas été poursuivis. Donc là, on a affaire à un jugement véritablement politique, partisan, qui ne repose sur rien, contrairement à la condamnation de Marine Le Pen, qui reposait sur des faits incontestables. Et donc là, Éric Zemmour se pourvoit en cassation, et je pense qu'il va gagner, mais je pense qu'il y a comme souvent la justice avec avec ce que certains magistrats estiment comme des adversaires politiques, puisque certains magistrats agissent comme des militants politiques et non pas comme des magistrats qui doivent rendre la justice du peuple. Et ils se disent, en attendant, pendant qu'il fera son pourvoi en cassation, Éric Zemmour est condamné encore une fois, dirais-je, mais toutes ces condamnations à Éric Zemmour sont des médailles. C'est un peu comme les médailles que pouvait avoir Jean-Marie Le Pen quand il était condamné, puisque systématiquement c'est pour délit d'opinion. C'est-à-dire qu'en France, la justice est implacable avec le délit d'opinion. On vous empêche de dire des choses qui ne sont pas forcément qu'on empêche l'insulte publique, la diffamation, la calomnie, oui, mais qu'on empêche juste les gens d'avoir des opinions sur quelque sujet que ce soit, et qu'on se prétend être une démocratie et le pays des droits de l'homme, c'est ahurissant. Et évidemment, comme le précisait Maxime Morlon, d'ailleurs, c'est quelque chose que je me suis engagé. Il faut toujours avoir une première mesure si on allait au pouvoir. Et j'ai toujours dit que la première chose que nous ferions, c'est de rendre la liberté d'expression aux Français, c'est-à-dire l'abrogation de l'ensemble des lois liberticides. Je pense que ce serait tout à fait symbolique de supprimer toutes ces lois qui empêchent les Français, qui musellent les Français, qui castrent même les Français dans leur libre expression politique, historique et sociétale. Je pense qu'il faut abroger toutes ces lois et c'est la première chose que ferait le Parti de la France s'il accédait au pouvoir. C'est totalement insupportable de commencer. Cette police de la pensée qui fait craindre
à des opposants politiques au système en place, systématiquement, où on a une crainte de chaque mot que l'on prononce, chaque mot que l'on emploie, de se dire est-ce qu'on va pas finir devant la 17e chambre correctionnelle. Voilà, c'est insupportable. Et il faudra même mettre dans la Constitution l'équivalent du premier amendement qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire sanctifier, sanctuariser, comme ils aiment le dire, la République aime le dire, il faut sanctuariser, sanctifier, par exemple, l'assassinat des enfants dans le ventre de leur mère. Ça, c'était primordial, essentiel. Mais par contre, la liberté d'expression, non, surtout pas. Eh bien, nous allons le faire, nous allons sacraliser la liberté d'expression et en France, on pourra s'exprimer comme on le voudra, à partir du moment, évidemment, où ça ne vire pas à l'insulte publique, à la calomnie ou à la diffamation. Mais sur tous les sujets que ce soit, et même je voudrais dire à ceux qui s'inquiètent, par exemple, qui disent oui mais non c'est pas possible, on peut pas tenir des propos révisionnistes en France, ce serait pas possible, ce serait une horreur absolue. Mais dans les pays où le révisionnisme historique est légal, est-ce que vous voyez la résurgence du Troisième Reich dans ces pays? Bien sûr que non. Aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est pas pour autant que l'ensemble de la population américaine est devenue révisionniste. Non, pas du tout. Mais qu'on laisse les gens s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent, sans qu'ils risquent d'aller en prison. Et je dis ça aussi également pour des opposants politiques. Voilà, peu importe si leurs thèses sont suffisamment pertinentes pour voilà une grande partie de la population, eh bien voilà. Mais il faut savoir que là actuellement on écrase les gens, on les détruit socialement juste parce qu'ils veulent exprimer des idées dont on n'a pas le droit, des thèmes qu'on n'a pas le droit d'aborder en France, à aller contre certaines vérités officielles, ou voire faire des constatations que tout le monde peut faire, mais qui sont interdites par la loi. Je pense par exemple aux statistiques ethniques, ce genre de choses. Eh bien voilà, moi je suis pour une grande liberté d'expression, d'opinion, et qui ne soit pas entravée par une justice politique. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse sur Éric Zemmour. Alors écoutez, oui, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai un lot d'actions un peu à droite à gauche et j'ai pu repérer une petite chute de 400 balles sur certaines actions. Parce que, écoutez, c'est les droits de douane sur les produits européens annoncés par Donald Trump, chute du Nasdaq, chute du CAC 40, aussi il y a une taxe par rapport aux produits chinois également. Maxime Marland, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est une situation comme d'habitude, une petite crise transitoire, une crise, c'est même abusé d'appeler ça une crise, mais une petite baisse transitoire avant de repartir sur des hausses normales, comme a toujours fait Donald Trump finalement à chacune de ses déclarations? Alors, donc Donald Trump, et déjà, il faut savoir aussi pourquoi il a pris cette décision d'augmenter drastiquement les droits de douane sur certains pays. Bon, la liste de pays est quand même assez conséquente, bien entendu. Déjà, c'est surtout qu'il a besoin de renforcer le dollar et surtout aussi de conjurer à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire, il doit limiter cette augmentation des taux d'intérêt et même faire baisser les taux d'intérêt parce que ça, j'ai changé là-dessus sur ce sujet avec notre ami Arnaud Mille aux États-Unis. Les États-Unis vont devoir refinancer un quart de leur dette d'ici la fin de l'année. Donc, qui dit refinancement de dette, elle doit être refinancée au taux d'intérêt le plus bas possible. Donc ça, c'est la première raison. Voilà, donc pour faire cela, il doit justement protéger l'économie intérieure des États-Unis. Il doit faire en sorte que le dollar ne perde pas de sa valeur. Il doit le renforcer également. Voilà. Et après, la seconde raison aussi pourquoi il a fait ça, c'est surtout pour s'attaquer aux GAFA et surtout aux entreprises mastodontes comme Apple et Microsoft qui utilisent des combines fiscales pour payer le moins d'impôts possible aux États-Unis en passant
par l'Irlande, notamment en défiscalisant en Irlande tous leurs bénéfices, ce qui fait qu'aujourd'hui que cette société ont atteint pour certaines quasiment sont même plus puissantes que beaucoup d'États dans le monde en termes de capitalisation. Donc ce qui fait que c'est très inquiétant. Elles ont un pouvoir aussi très fort au niveau politique en interne, hein. Il suffit de voir Bill Gates, hein, qui s'est lancé dans des dérives, notamment de médecine, alors que la base c'est un informaticien. Voilà, pour Apple, c'est un petit peu moins le cas. C'est vraiment une entreprise qui est vraiment axée sur la tech, mais qui a quand même un poids énorme. Voilà, et aussi les GAFA, notamment le groupe Meta, qui regroupe Facebook, Instagram et WhatsApp, entre autres. Voilà. Donc, le but aussi, c'est que ces pays-là reviennent aux États-Unis pour payer les impôts. Donc, en gros, en mettant des droits de douane avec la majeure partie des pays européens et notamment l'Irlande, et tout, c'est de récupérer ce manque à gagner, voilà, pour pouvoir refinancer la dette à court terme et aussi rapatrier et pouvoir aussi recréer des emplois aux États-Unis. Parce que je pense aujourd'hui, si Trump vous pouvez faire fabriquer les iPhones aux États-Unis, que ce soit en Californie ou un autre État, au lieu que ça soit fait chez des prestataires industriels en Chine, je pense que ça l'arrangerait. Ça donnerait du boulot aux Américains. Voilà. Bon, par contre, là, les pays qui vont trinquer, c'est surtout l'Union européenne, encore une nouvelle fois. Donc l'Union européenne va trinquer pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on n'a plus de tissu industriel, on continue à importer, on est très dépendant certes des importations d'Asie, mais tout ça va avoir une répercussion sur le coût des produits. Voilà, et nous, clairement, en Europe, actuellement, on n'est pas prêt. Donc je me demande aussi si c'est pas aussi voulu pour entrer dans une négociation avec les principaux pays européens, de un, pour stopper la guerre en Ukraine et arrêter les financements de la guerre en Ukraine par l'Union européenne qui a pris le relais depuis que Trump est arrivé au pouvoir, et puis surtout pour justement ramener les Européens à la table des négociations et pourquoi pas peut-être opérer des changements de régime en Europe, hein. Ça, c'est à plus long terme, si j'ose dire. Mais derrière tout ça, c'est une manœuvre politique. Et là, on voit bien la technique de Trump, hein. Pour ceux qui ont lu son livre, L'art du deal, hein, où il l'explique d'ailleurs très bien, Trump, il frappe fort dès le départ. Quitte à vous à vous annoncer des choses intenables, voilà, à vous donner des prix que vous pourrez pas, qui seront impossibles, même qui seront même pas en adéquation par rapport au marché. Il frappe très fort dès le départ, justement, pour amener les gens à table des négociations et aussi pour pouvoir obtenir plus que espéré au départ, c'est-à-dire plus que espéré raisonnablement. Voilà. Trump, c'est toujours comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a réussi dans l'immobilier, c'est comme ça aussi qu'il fait en politique. On l'a vu récemment aussi avec l'histoire des immigrés, avec la Colombie, hein, bah, il a dit bah, je coupe tout. Voilà, je coupe tout, je vous mets 50% de droits de douane et je peux vous assurer, dans l'heure qui suivait, vous avez toute la diaspora colombienne qui tapait à la porte du président colombien. Non, non, faut arrêter les conneries. Tu rapatries les délinquants immigrés qu'aux États-Unis et on fait pas d'esclandre. Voilà, donc Trump, c'est comme ça qu'il va faire. Je pense il a envie de se faire la technocratie européenne, hein, qui lui oppose une résistance actuellement. Et je pense que le but recherché, c'est cela, tout simplement. Donc on verra les effets à plus long terme. C'est un coup, on va dire, osé, mais j'ose espérer que Trump, quand même, sait ce qu'il fait, qu'il est quand même extrêmement bien conseillé, hein, malgré ce que tous les médias, notamment en Europe, peuvent nous répéter, comme quoi ça serait un crétin, un abruti qui prendrait des décisions sur des coups de tête et à l'emporte-pièce. Non, Trump, il l'a déjà prouvé pendant son premier mandat, où il était plus tenu que maintenant, parce que l'équipe qu'il avait mis en place à l'époque était encore composée d'éléments séditieux, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait eu pas mal de turnover sur certains postes. Mais là, aujourd'hui, il a choisi les gens parce qu'il a remporté le vote populaire aux dernières élections. Il a la majorité dans les deux chambres. Donc là, il a 2 ans où c'est open bar pour lui et il va en profiter. Et c'est pour ça que ce n'est pas terminé. On l'a vu avec le Doge, hein, où Elon Musk a sorti la tronçonneuse pour réduire le train de vie des dépenses de l'État fédéral américain. Et là, maintenant, ça va être pareil au niveau extérieur et au niveau notamment des barrières douanières et au niveau économique. Parce que là, aujourd'hui, Trump doit absolument renforcer le dollar, surtout qu'il n'a pas aussi le pouvoir sur la Fed. Donc ça, c'est aussi, on va dire, un caillou dans la chaussure pour lui. Et justement, je pense qu'il veut s'affranchir du pouvoir de la Fed aussi en ramenant des capitaux aux États-Unis. Voilà.
Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à cette question d'ordre économique sur l'économie américaine de Donald Trump. Alors Thomas Joly, restons dans l'international. J'ai cru voir que les relations entre Paris et Alger, entre la France et Non, 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 l'Algérie... non, non, je Ah, voudrais tu dire, voulais parler de Trump? dire un petit mot là sur les droits de douane. Alors Euh, allez-y. je voudrais dire un petit mot parce qu'en fait, on assiste aussi à peut-être pas l'effondrement, mais on va dire à une sorte de tremblement de terre dans le monde des rêveurs, des bisounours, du monde sans frontières. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils s'aperçoivent que en fait le libre-échange mondial, le monde sans droit de douane, qui d'ailleurs a ruiné des secteurs économiques entiers en France, comme l'agriculture, je parle même pas de la sidérurgie, le textile, n'en parlons pas, ça n'existe même plus, et puis l'automobile qui est en train le secteur automobile qui est qui est en phase de destruction. On peut le dire. Et bien voilà, on se retrouve évidemment affaibli à partir du moment où la première puissance mondiale décide d'en finir avec ce monde sans frontières. Et par idéologie, évidemment, on dénonce ce protectionnisme, comme si c'était le mal absolu. Mais le protectionnisme n'est pas non plus une aberration économique. On le voit, par exemple, la Suisse pratique le protectionnisme pour les produits agricoles et ça fonctionne très bien. Et Donald Trump, lui, veut agir avant tout dans l'intérêt de l'Amérique, des Américains, et non pas d'une idéologie mondialiste qui veut abolir les frontières tant humaines, physiques que économiques. Et forcément, à partir du moment où dans cette mondialisation, dans ce globalisme, eh bien, arrive quelque chose comme un pays, on va dire, qui est un pilier économique mondial comme les États-Unis qui décident de défendre ses emplois et ses intérêts et son industrie en pratiquant des droits de douane, eh bien évidemment, on se retrouve complètement démunis. C'est-à-dire qu'en fait, on voit depuis quelques jours de manière même grotesque, ridicule, des gens brandir en disant on va faire mais il y aura une riposte, mais on va bien rigoler. La riposte, il n'explique pas comment, évidemment, comment la France et même l'Europe de l'Ouest qui s'est désindustrialisée complètement quasiment à pratiquer une absence de frontières économiques, à pratiquer le libre-échange de manière même sauvage, voudrait aujourd'hui avoir les moyens de s'en prendre à une puissance comme les États-Unis. Non, alors, comme le disait Maxime, c'est un pari que fait Donald Trump, mais contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, ce que les médias complètement vendu, essaie de faire passer Donald Trump pour un dingue, un dingue complètement incompétent et irresponsable. Donald Trump, en particulier dans le domaine des affaires, est un renard redoutable. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est entouré des meilleurs conseillers. Et d'ailleurs, il est bien mieux entouré depuis sa réélection qu'il ne l'était lors de son premier mandat. Donc voilà, ça c'est une chose, mais c'est surtout ce qui fait notre faiblesse. C'est cette idéologie mondialiste sans frontières, qui a été promue par les apôtres de la mondialisation, comme Jacques Attali par exemple, et puis alors mise en œuvre avec zèle par Emmanuel Macron. Qu'aujourd'hui, évidemment, nos rares secteurs exportateurs, eh bien évidemment, sont mis en grave difficulté. Alors, on nous dit, mais comment vous pouvez soutenir Donald Trump alors qu'il s'en prend à l'Europe, à la France? Mais Donald Trump ne s'en prend pas à l'Europe, à la France. Il veut absolument préserver les intérêts de son pays. Et voilà, c'est ce qu'il veut faire. Et Poutine veut faire la même chose. Et les Chinois veulent faire la même chose. Et il n'y a que les Européens, les européistes mondialistes complètement
tarés et complètement gangrénés par leur idéologie globaliste, qui ne veulent absolument pas, qui veulent faire passer l'intérêt des peuples bien après leur idéologie, qui est de faire un monde global, un grand supermarché mondial sans tenir compte des spécificités, des identités. Tout cela doit être balayé au nom. Et en fait, leur monde est en train de s'écrouler. Le seul problème, c'est que tant que nous aurons toujours les mêmes dirigeants que nous avons actuellement, tant que nos concitoyens seront toujours assez abrutis pour continuer à voter pour les mêmes qui nous emmènent droit dans le mur, qui nous ruinent et qui sont en train de détruire et notre nation et le peuple français en faisant venir des centaines de milliers d'immigrés tous les ans pour remplacer la population, eh bien, ça ne pourra pas aller mieux. Les États-Unis ont mis un coup d'arrêt à tout cela. Et je pense que c'est un message d'espoir extraordinaire, parce que tout de même, on passe de l'Amérique d'Obama, ou pire, de Biden, à la résurrection de l'Amérique. C'est-à-dire ce nouveau mandat de Donald Trump est un signe comme quoi on peut se remettre de dirigeants qui étaient l'archétype du mondialisme, et on n'imaginait pas qu'il puisse avoir un retour en fait du nationalisme comme ça peut l'être aux États-Unis. Alors évidemment, les intérêts des Américains ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas naïfs au Parti de la France. Nous nous appelons bien le Parti de la France et non pas le Parti des États-Unis, bien sûr. Mais la méthode employée par Donald Trump, c'est exactement la méthode qu'il faudrait employer et pour la France et aussi pour une Europe des nations, pas une Europe fédérale comme nous l'avons actuellement, une Europe qui fait évidemment fi des identités et des nations, une Europe qui se veut supranationale. C'est évidemment pas ça que nous voulons. Mais évidemment, pour pouvoir peser face à quelqu'un comme Donald Trump, face à des géants comme la Chine ou comme la Russie, évidemment, il faudrait une Europe qui soit autre chose que ce qu'elle est actuellement. Donc, il faut prendre exemple sur la manière de Donald Trump qu'a de diriger son pays, qui a de protéger ses industries, protéger son économie, protéger ses emplois, protéger les Américains. Évidemment, prendre exemple, mais c'est pas force. Évidemment, nos intérêts ne sont pas les mêmes, forcément. Et en plus, Donald Trump est un prédateur économique. C'est sûr, prédateur commercial, prédateur économique. D'ailleurs, ça a été sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas pour cela. Tout comme on peut être également admiratif de Vladimir Poutine, qui défend les intérêts de la Russie jusqu'à déclencher une guerre contre en fait, cette guerre en Ukraine a plus été un déclenchement contre l'OTAN, qui devenait de plus en plus belliqueuse et agressive, plutôt que contre l'Ukraine et le peuple ukrainien, qui se sont retrouvés en fait au milieu. Disons que c'est en Ukraine que c'est focalisé, on va dire, la volonté impérialiste de l'OTAN. Et là, encore une fois, tout cela est remis en cause par Donald Trump, qui ne veut plus de cette politique interventionniste et anti-russe complètement idiote et inutile. Bon, là, j'aborde un autre sujet, mais voilà, je voulais bien mettre au point, parce qu'il y a des gens qui nous reprochent de notre admiration pour Donald Trump en disant que les intérêts des États-Unis et de la France ne sont pas les mêmes. Eh bien non, ils ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est pas pour cela que déjà Donald Trump n'est pas un ennemi de la France. Donald Trump est un ennemi des gouvernants français. D'ailleurs, ils le lui rendent bien, on l'a bien vu. Mais donc voilà, c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est que politiquement, les États-Unis, il est tout à fait possible de passer des accords avec eux, mais sûrement pas au nom de l'idéologie mondialiste que Donald Trump rejette. Et rien que pour cela, il mérite d'être soutenu, ou tout du moins d'avoir une sympathie pour quelqu'un qui rejette toute l'idéologie cosmopolite, mondialiste, wokiste qui a été mise en place depuis maintenant presque des décennies. Merci beaucoup Thomas Joly. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on parle de Donald Trump.
Et vu que le sujet ce soir c'est quand même la condamnation de Marine Le Pen, Donald Trump a apporté son soutien à Marine Le Pen en comparant la situation politique de plus en plus compliquée aux États-Unis à celle de la France. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aussi à, vous savez, la Roumanie. La Roumanie où il y avait le candidat d'extrême droite en tête, Kalin, qui s'est vu malheureusement disqualifié. Même pire que ça, je crois qu'il n'a pas le droit de créer de compte sur les réseaux sociaux, il n'a pas le droit d'exister virtuellement en plus de ça. Bref, oui, c'est intéressant parce qu'Éric Zemmour, dont on a parlé tout à l'heure, avait écrit en 1997 un livre qui s'appelle Le coup d'état des juges, qui plus ou moins anticipait ce qui allait se passer, à savoir que les juges allaient avoir la main mise sur la politique et allaient abuser de leur pouvoir, qu'ils étaient tout puissants et intouchables. On peut dire qu'encore une fois, Éric Zemmour ne s'est pas trompé. Vous savez que j'affectionne assez bien Éric Zemmour d'un point de vue idéologique. C'est pas la première fois que je loue ses qualités. Bah écoutez, moi j'avais que 2 annonces à faire. Ça vous concerne Thomas Joly, puisque Guy Jovelin, le 10 mai à Toulouse. Ah bon, on n'a pas parlé de l'Algérie du coup, puisqu'on a parlé de Donald Trump. Oui, il avait aussi l'Algérie. Vous avez dû voir, mon cher Maxime, que l'Algérie et la France ont des relations qui s'améliorent, qu'il y a une forme de réconciliation entre Paris et Alger. Alors, Macron, finalement, il fait du bon boulot ou pas? Bon, de toute façon, sur cette affaire algérienne, faut savoir que la France n'a pas trop le choix. Vu le nombre de binationaux franco-algériens que nous avons sur notre territoire, c'est très compliqué à gérer. Que ça soit de manière intérieure et même extérieure, tellement les relations entre les 2 pays, qu'elles soient historiques, mais aussi, financières, notamment, parce que tous les Algériens de France ont de la famille en Algérie, ça serait très compliqué. Donc si aujourd'hui vous prenez des dispositions, juridiques, c'est-à-dire, en cas de crise diplomatique, donc c'est-à-dire, arrêt des visas, ou arrêt des transactions financières, je vous imagine même pas ce qui se passerait, hein, forcément, vu les gens peu courageux qui sont à la tête de l'État, croyez-moi que ces idées-là n'ont même pas été mises sur la table. Voilà. Alors je pense peut-être que Retailleau avait peut-être une vision peut-être de ce genre de mesures de rétorsion, mais qu'on lui a fait comprendre que de toute façon, que ça serait pas possible, et puis que s'il comptait les mettre en place, eh ben, on l'inviterait à prendre la porte tout simplement, quoi. Voilà. Après, ça reste à voir, bien entendu, hein. Je suis pas dans les secrets de la place Beauvau, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. Et puis moi aussi, je pense, et ça, on va dire, c'est une pensée qui est plutôt personnelle, que le pouvoir algérien actuellement détient des informations compromettantes sur notre président et même certains membres de nos gouvernements, et qui fait qu'il y a un chantage qui s'opère. Voilà. Donc ce qui est très compliqué, ce qui pose un certain problème d'atteinte à la sûreté de l'État. Et là, c'est pour ça qu'on en arrive à cet aplaventrisme, encore une nouvelle fois, devant les autorités algériennes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Maxime Marlon, pour votre réponse. Sur la question de l'Algérie, alors oui, du coup, je disais, avant de me rappeler que j'avais oublié une actualité importante, enfin importante, l'Algérie, quoi. Oui, alors Thomas Joly, vous serez présent. Oui, non, mais Thomas Joly va juste dire un mot quand même sur l'Algérie. Et le Thomas Joly va dire un mot sur Parce l'Algérie. que au-delà de ce qu'a dit Maxime, voilà, Emmanuel Macron, donc ils ont fait un communiqué commun. Alors vous lisez le communiqué, c'est dégoulinant de mièvrerie. Enfin bon, bref, voilà les grands sentiments, l'Algérie, voilà, et la France, les 2 partenaires, voilà, avec des liens indéfectibles. Mais bon, toujours est-il qu'on dit qu'on se réconcilie. Alors Macron a dit non, c'est-à-dire qu'en fait, il désavoue totalement son gouvernement, qui avait entamé un bras de fer, et de son côté, il dit ça y est, on est réconcilié avec les Algériens. Et c'est-à-dire qu'en plus, les Algériens donc ont humilié la France en refusant les OQTF, le rapatriement des OQTF, en refusant tout. Et là, Macron n'a rien obtenu, rien du tout. Il a obtenu absolument rien, même pas la libération de Boualem Sansal, le nouveau héros, vous savez là. Donc il faut absolument être pour la libération de Boualem Sansal. Bon, après,
Il y a des choses très très floues là-dedans. Je ne dis pas que voilà qu'il n'y ait pas aussi une volonté autoritariste du gouvernement algérien, mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse du chevalier blanc qu'on essaie de nous présenter. Hein. Bien souvent, tout n'est pas tout blanc ni tout noir, et c'est quelque chose où il vaut mieux en tout cas, le Parti de la France a fait le choix de ne pas intervenir dans cette polémique à propos de cet écrivain. Eh bien, en tout cas, Macron n'a rien obtenu. C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérie a pu tout refuser, c'est-à-dire et de reprendre ses ressortissants criminels et délinquants, et de reprendre et de libérer un écrivain, parce que bon, ça lui coûtait quoi? Eh ben non, il a rien fait du tout. C'est pour ça que peut-être Maxime n'a pas tout à fait tort, dans le sens où Emmanuel Macron lui-même contredit son gouvernement. Dit ça y est, la paix, enfin voilà, on refait la paix entre la France et l'Algérie sans même. Bon, après c'est pas Bayrou qui lui veut rester le plus longtemps possible sans faire le moindre chose, qui va non plus taper du poing sur la table à ce sujet. Hein, on a bien compris. Retailleau non plus. D'ailleurs, vous êtes aperçu qu'on n'entend plus du tout parler de Retailleau. Hein. La riposte graduée, on n'entend plus du tout parler. Retailleau qui disait qu'il était prêt à même mettre sa démission en jeu. Même Darmanin en parlait il y avait, à propos du même Barrot, hein, qui était très martial, Jean-Noël Barrot, qui disait attention avec l'Algérie, on est prêt à aller au bras de fer, tout ça. Puis alors d'un seul coup, plus rien. Plus rien, c'est bon, on est réconciliés. La riposte graduée, elle n'a même pas existé. On s'y attendait. Hein. Au Parti de la France, on n'est pas naïf, on n'est pas crédule pour ça. Mais alors là, c'est l'humiliation totale, c'est la capitulation totale et que Emmanuel Macron a précipité. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses derrière qui sont pas très nettes, comme le suggérait Maxime. Mais enfin, encore une fois, sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France se fait piétiner sur la scène internationale, se fait décrédibiliser, alors que nous étions tout de même auparavant une puissance respectée. Et maintenant, on passe pour un pays sans aucune crédibilité, sans aucune fierté. Emmanuel Macron en est principalement responsable. La notoriété de la France sur la scène internationale a vraiment considérablement baissé avec Emmanuel Macron, encore plus qu'avec ses prédécesseurs, qui pourtant étaient particulièrement nocifs. Merci beaucoup Thomas Joly pour cette réponse sur l'Algérie. Et oui, quand on envoie des personnes en situation irrégulière fichées, et qui font juste l'aller-retour finalement parce que l'Algérie en veut pas. L'humiliation est quand même très grande. L'humiliation est très grande. Alors oui, donc la fameuse annonce, parce que je voulais quand même annoncer votre venue à Toulouse quand même. Toulouse, c'est quoi? C'est 400 000 habitants, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire à peu près le nombre de nouveaux migrants qu'on a chaque année. C'est pas rien. Donc vous serez à Toulouse le 10 mai prochain pour un déjeuner militant le samedi 10 mai. Repas tout compris 22 €, ça va, et sachez que vous pouvez vous réservation obligatoire bien entendu, et le mail de réservation c'est pdfoccitan, tout attaché, pdfoccitan, @sfr.fr. Je répète, pdfoccitan@sfr.fr, et vous êtes invité par le délégué régional du Parti de la France, Guy Jovelin. C'est tout bon, cher Thomas? Oui, c'est tout bon. Je suis ravi d'aller à Toulouse. Je suis invité et par Guy Jovelin et aussi par Jason Kazorang, que vous voyez de temps en temps dans nos émissions, qui est un jeune cadre du Parti de la France, qui sera là également ce jour. Et je suis ravi d'aller voir nos amis occitans, nos amis toulousains, nos amis du Sud-Ouest. Et j'invite les auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans le coin, à venir découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, enfin, tout du moins physiquement, c'est dans ces moments politiques, mais aussi convivial, aussi qu'on lie des liens d'amitié, et aussi où on peut poser des questions, mieux découvrir le Parti de la France, puisque nous estimons aussi que le nationalisme, c'est aussi une camaraderie, et que rien ne vaut, même si maintenant toutes les possibilités sur Internet, des réseaux sociaux nous permet de nous exprimer comme nous le faisons ce soir. C'est aussi
très bien de se rencontrer réellement. Il faut vivre aussi dans le monde réel et pas uniquement à travers des réseaux et se rencontrer, se voir, manger ensemble, boire un verre ensemble, discuter ensemble. Eh bien, tout cela, c'est quelque chose d'important dans le combat politique. Absolument, absolument. D'ailleurs, je serais bienvenu, mais le 10 mai, je pense que je serai en pleine campagne, malheureusement, donc j'aurai pas le temps. Je serais bienvenu, pourquoi? Parce que je n'ai jamais visité l'Occitanie, ça fait partie des rares régions que je n'ai pas encore visitées, donc il faudrait que je le fasse un jour. Mais c'est vrai que quand c'est très 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 au sud, que ce soit à l'est ou l'ouest, j'ai pas encore fait ces coins-là. Il me manque les extrémités, à savoir extrême nord et extrême sud. Donc un jour pourquoi pas. Voilà, donc je rappelle l'adresse de réservation pdfoccitan@sfr.fr. Et enfin, une annonce qui est quand même intéressante parce que ça permet aussi de rappeler que le parti politique du Parti de la France vit et régulièrement nous faisons des bureaux politiques nécessaires à la direction de notre parti, savoir ce qu'on a fait et dans quelle direction nous allons. Donc nous aurons un bureau politique demain matin. Alors ce ne sera pas ouvert au public, malheureusement, il y aura que les cadres du Parti de la France, mais vous aurez bien évidemment, adhérents, abonnés, le droit à un compte-rendu qui vous sera envoyé par mail si vous êtes adhérent du Parti de la France. D'ailleurs, si vous n'êtes pas adhérent, adhérez, tout simplement. Faites-le. Non, en vrai, c'est important, ça nous soutient déjà de base, et puis ça vous tient au courant de l'actualité, ça vous permet d'être actif dans le mouvement. Et nous, ça nous permet de nous présenter aux élections le plus possible, faire les meilleurs scores possibles, et pour nous permettre de faire tout ça, et bien évidemment, nous avons besoin de force et de soutien, et c'est ce que vous nous apportez, et on vous remercie. Pour le bureau politique de demain, on va voir à quel point la peine de Marine Le Pen va impacter la politique française. On va voir ce qu'on a fait de bien ou de moins bien ces derniers mois. Ce qu'on a fait de bien, on va continuer de le faire, et ce qu'on a fait de moins bien, on va chercher des axes d'amélioration pour combler les lacunes potentielles qu'on pourra s'auto-évaluer. Et enfin, évidemment, comme d'habitude, dès qu'il y a des remarques ou quoi, elles sont faites, elles sont discutées, et on corrige quand il y a des problèmes, ce qui n'arrive pas souvent, hein, finalement. Au Parti de la France, il y a une très très bonne ambiance, et c'est quand même assez sain. C'est quand même assez sain d'esprit. Et en plus, oui, ce sera un bureau à distance pour la première fois, je crois. Enfin, en tout cas, il y en avait sous le Covid, mais moi, j'étais pas encore au PDF. Mais là, pour une fois, c'est un bureau à distance, donc on aura même pas l'alcool, Thomas Joly. Je suis assez déçu. Bon, il y aura quand même peut-être l'alcool, mais on pourra pas trinquer. Oui, enfin bon, il commence à 10h du matin, donc j'espère que les membres du bureau pourront s'abstenir de boire de l'alcool à 10h du matin. Oui, effectivement, nous aurons notre bureau politique demain et un compte-rendu public sera fait, mais bon, évidemment, on ne divulgue pas les détails de nos discussions internes, de nos discussions politiques. Et sinon, j'aurais une annonce à faire à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir ou qui nous écouteront en rediffusion sur YouTube. C'est que je suis en train d'écrire un livre. Donc voilà, ce n'est pas... voilà, j'aurais pu l'annoncer que quand le livre sortira. Mais en même temps, vu que c'est le premier livre que j'écris, alors évidemment, ce sera pas un roman ni une autobiographie, ce sera un essai politique, une sorte de feuille de route politique. Et si je l'annonce aussi ce soir, c'est en fait pour me fixer un délai, parce que vu que je ne suis pas très rompu à cet exercice, je ne voudrais pas que l'écriture s'étale sur des mois et des mois et des mois. Donc, je souhaite une sortie on va dire pour septembre ou octobre, ce qui me laisse quand même quelques mois pour l'écrire, parce que c'est pas si évident que ça d'écrire un livre. Mais voilà, on me le demandait depuis longtemps, et bon ça y est, là je me suis lancé, et donc ce sera il sera édité, il sortira, il sera publié, il sera disponible, je pense courant septembre ou au pire octobre. En tout cas, je vais m'astreindre à cet agenda de telle façon à ce que ce ne soit pas un serpent de mer qui mette trop longtemps à être écrit. Donc là, je suis en cours de rédaction. Il est déjà commencé, et donc j'espère l'avoir fini dans les temps. En tout cas, voilà, en le déclarant ce soir, je serai bien obligé de le faire. Si dans un an j'ai toujours pas écrit, vous pourrez m'engueuler. Non, je tiendrai les délais, et voilà, j'espère que ça intéressera les futurs lecteurs. Et on est face à un Thomas Joly motivé, et bien évidemment, je pense que nous ferons un entretien pour présenter le livre, que je lirai au préalable, et je préparerai des questions
Bien évidemment, mon cher Thomas Joly. Donc ce sera un plaisir, hâte de lire ce que vous allez écrire. Concernant cette émission, elle commence à prendre fin, donc je vous invite bien évidemment à parler de l'émission autour de vous. N'hésitez pas à la partager également si vous avez différents réseaux, c'est très important, ça nous aide beaucoup à rester sur les plateformes et à garder contact avec vous déjà tout d'abord et à proposer du contenu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, laisser des commentaires, mettez un pouce bleu. Pour le commentaire, vous pouvez dire ce que vous avez pensé de l'émission et proposer des thèmes d'émission ou des invités, pourquoi pas. Sachez que je lis chacun de vos commentaires, bien entendu, au Parti de la France, on est attentif à ça. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Parti de la France, et je vous donne rendez-vous dimanche à 15h sur la chaîne du Parti de la France pour une entrevue avec Pierre Cassant. Pierre Cassant, vous savez, fondateur de Riposte Laïque. Ça promet d'être intéressant, je vous assure que c'est très très bien, à peu près 1h20 de vidéo, vous allez beaucoup aimer. Donc mettez bien la cloche pour ne pas louper cette vidéo, ce serait quand même dommage. Et quant à moi, je vous dis bonne fin de semaine, merci Thomas Joly, merci Maxime Morlon, merci à tous les auditeurs, à très vite, à très bientôt. Bonne fin de semaine tout le monde.